Bonjour à tous et à toutes. Donc moi aujourd'hui je vais vous parler d'une analyse sur laquelle je travaille avec cette équipe depuis 2 ans, qui vient de faire l'objet d'une publication et qui a abouti à la conclusion suivante, à savoir que les printemps chauds ou secs demeurent bénéfiques à la reproduction des passereaux sous climat tempéré. Alors la première question à laquelle on a dû faire face, c'est qu'est-ce que c'est qu'un nouveau printemps? À quoi il ressemble? Alors, ici, j'ai représenté l'évolution de la température moyenne annuelle pendant la phase du printemps tardif sur les 6 dernières décennies. Et ce qu'on peut observer de manière assez évidente, on le sait tous normalement et on l'admet tous, il y a eu une augmentation de la température moyenne. Mais au-delà de cette augmentation de la température moyenne, il y a eu aussi eu un décalage de l'ensemble de la distribution. Et ce qui fait que ces dernières 20 années, on a observé un certain nombre d'anomalies qui sont sans précédent. En l'occurrence, on les connaît à peu près toutes. C'est 2003, 2018, 2022 ou encore plus récemment 2025. Et quand on se projette dans le futur, quand on regarde vers l'avenir, eh bien, ces anomalies vont devenir progressivement la norme. La deuxième question à laquelle on devait répondre, c'est quelle espèce, quel modèle d'étude choisir pour comprendre la réponse des écosystèmes face à ces anomalies. Et le choix qu'on a fait, et que j'aimerais défendre devant vous, et je pense que ça ira parce que ce sont des oiseaux, c'est celui des passereaux. Alors pourquoi les passereaux? Le premier argument, c'est un argument méthodologique, on l'a dit déjà plusieurs fois depuis hier. Finalement, même si ça demande du temps et de l'apprentissage, ils sont assez faciles à observer, et par conséquent, on dispose à leur sujet d'un certain nombre de jeux de données avec suffisamment de recul historique pour pouvoir le mettre en parallèle d'autres processus qui prennent du temps, en l'occurrence le changement climatique. Et ensuite, il y a des raisons écologiques. La première, c'est que à l'échelle globale, comme le montre ce graphique, mais encore plus à l'échelle nationale, les passereaux ils dominent la biomasse des communautés aviaires. Second point, c'est qu'ils interviennent en deuxième ou troisième niveau trophique, notamment pendant la période de reproduction, on l'a vu tout à l'heure, et que par conséquent, il donne une vision intégrée de comment un écosystème, de son état de santé, et comment il réagit à des conditions météo. Non seulement ils vont subir physiologiquement les conditions météo, mais également indirectement via la chaîne trophique et, on l'a vu, via la disponibilité, par exemple, en chenille ou plus largement en invertébrés. Et la troisième raison, c'est que les passereaux, en moyenne, ils vivent bien moins longtemps que nous, et qu'on observe en moyenne un renouvellement des populations tous les 2 ans. Et ça fait qu'une mauvaise année pour leur démographie, ça va vite être observé dans les statistiques. Et donc c'est pour toutes ces raisons qu'on a voulu mettre en relation la démographie des passereaux avec les conditions moyennes météorologiques sur les dernières années. Alors, je vais d'abord faire un petit détour pour se remémorer ce que c'est que la démographie. Donc la démographie, c'est l'évolution d'un stock d'adultes reproducteurs dans le temps, qui évolue d'année en année en fonction de 2 flux. Un flux entrant, celui du recrutement, et un flux sortant, celui de la mortalité. On verra tous à un moment ce passage-là. Et ces dernières années a été mis en évidence dans la littérature l'importance du flux de recrutement pour expliquer les variations démographiques chez les passereaux. Et ce flux de recrutement, on peut le subdiviser en 2 composantes, que sont d'un côté la productivité, à savoir le nombre de juvéniles produits par adulte reproducteur, et de l'autre, la survie juvénile, la probabilité que cet individu juvénile survive et intègre la population, le stock d'adultes reproducteurs l'année suivante. Et donc, pour le moment, je me suis concentré sur le lien entre productivité et anomalie météo. Alors, quand on s'intéresse à cette relation, quel est l'état de nos connaissances aujourd'hui? On a tendance à l'oublier avec l'actualité récente, mais finalement, ce qui contraint le plus la reproduction des oiseaux, et on le sait de longue date, c'est le froid. C'est un printemps tardif, ou encore pire, un épisode de gel en mai qui va venir contraindre la reproduction en décalant au mieux la phénologie de migration de reproduction, ou au pire, en faisant chuter le succès reproducteur. Et donc, quand on regarde la relation entre productivité
et anomalie de température sur la première partie du gradient d'anomalie, eh ben, on s'attend d'abord à une relation positive, à une réduction de la contrainte par le froid. Et la question qui se posait, c'est qu'est-ce qu'on observe après ça? Est-ce qu'on a toujours une dynamique positive ou à l'inverse, on observe une double contrainte, à savoir une contrainte par le chaud? Et pour répondre à cette question, on a mobilisé les données du protocole Stock Capture, qui, pour bref rappel, est un protocole d'échantillonnage des populations d'oiseaux communs par capture par filet, qui est standardisé entre années et sites. Et ça m'a permis d'avoir accès à plus de 30 années de données, consistant en 300 000 oiseaux capturés et représentant 68 espèces. Et ce, sur 365 sites en France. Et avec ces données, j'ai calculé ce qu'on appelle un proxy de la productivité. On n'a pas des données aussi précises que via des suivis en nichoir. Ce proxy, c'est le nombre de juvéniles divisé par le nombre total d'individus présents capturés sur un site par espèce et par année. Ça donne un pourcentage que j'ai mis en relation avec des anomalies météo locales annuelles que sont l'anomalie de température et l'anomalie de bilan hydrique pour renseigner sur le niveau de sécheresse. Et ce, en coupant en deux la saison de reproduction des oiseaux avec la première moitié de mi-mars à mi-mai et la seconde moitié de mi-mai à mi-juillet. Et alors, quand on a regardé le lien entre productivité et anomalie de température sur la première partie de la saison de reproduction, donc de mi-mars à mi-mai, c'est à ce moment-là qu'on a observé le résultat le plus fort et le plus robuste, à savoir une augmentation de la productivité moyenne interespèce, j'insiste bien sur le côté moyen, entre une anomalie froide de l'ordre de moins 2 degrés et une anomalie chaude de plus de 2 degrés. Et autre fait intéressant sur cette dynamique, c'est la forme de la réponse, avec une augmentation très forte entre une anomalie froide et des conditions moyennes, et beaucoup plus faible entre des conditions moyennes et une anomalie chaude. Ensuite, on a regardé comment ça évolue en fonction de la température du site, avec des sites froids, les sites les plus froids de la France à gauche, et les sites les plus chauds à droite. Et là, on a observé un effet dégressif, à savoir qu'on a l'augmentation la plus forte sur les sites froids, de l'ordre de plus 9%, et quelque chose de beaucoup plus stable, avec une augmentation de 2% sur les sites chauds. Donc ça vient confirmer que l'effet positif de la température se manifeste avant tout par une réduction de la contrainte par le froid. Et qu'on observe une forme de stabilisation à mesure qu'on va sur des sites chauds avec des anomalies chaudes. D'ailleurs, on observe même des premiers signes inquiétants d'inversement de cette tendance à l'échelle multi-espèces pour l'anomalie de température en seconde partie de période de reproduction, de mi-mai à mi-juillet. Et là, on observe du coup une réduction de 2% de la productivité moyenne interespèce entre une anomalie froide et une anomalie chaude. Alors jusqu'à présent, j'ai beaucoup parlé de température parce que c'est là qu'on observe les effets les plus forts, mais il y a également des effets du côté de la sécheresse qui sont plus faibles. En l'occurrence, on a un effet positif de la sécheresse avec plus 2% de productivité moyenne entre un printemps sec et un printemps humide. Alors dans un second temps, on s'est posé la question de à quel point cette réponse elle était uniforme entre les espèces et qu'est-ce qui pouvait structurer cette variation de réponse à l'échelle des espèces. On a utilisé deux traits, la stratégie migratoire, en distinguant d'un côté les espèces résidentes et migratrices courte distance, et de l'autre les migratrices transsahariennes longue distance. Et ensuite, l'affinité thermique, pour distinguer les espèces à affinité froide versus les espèces à affinité chaude. Et ce, pour 42 espèces les plus communes. Ici, j'ai classé l'ensemble des 42 espèces en fonction de leur réponse à une anomalie chaude, avec en haut les espèces qui répondent le plus positivement, en l'occurrence le bruant des roseaux, et en bas les espèces qui répondent le plus négativement à une anomalie chaude, en l'occurrence l'hirondelle rustique. Et en coloriant les espèces en fonction de si elles sont résidentes ou migratrices courte distance en bleu et migratrices longue distance en rouge. Et on voit les moyennes tout en haut. Et finalement, ce qu'on a appris, c'est que l'effet positif de l'anomalie de température, il est surtout le fait
des espèces qui sont résidentes et migratrices courte distance, alors que les migratrices longue distance, elles, on le voit, elles sont plutôt en en queue de tableau, avec le rossignol, la fauvette babillarde, l'hirondelle. Elles répondent de manière neutre. Ensuite, sur la seconde partie de la période de reproduction, donc là on est de mi-mai à mi-juillet, c'est l'affinité thermique qui vient le plus structurer la variation de réponse entre les espèces. Et ici, les espèces à affinité froide sont en bleu et les espèces à affinité chaude en rouge. Et ce qu'on voit au niveau de la moyenne, c'est que l'effet négatif dont je vous parlais juste avant, il est drivé principalement par les espèces à affinité froide, ce qui est tout à fait logique. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'il faut retenir? Ce qu'on a démontré, c'est l'effet positif des anomalies chaudes ou sèches sur la reproduction moyenne interespèce au niveau des passereaux, qui se manifeste principalement par une réduction de la contrainte par le froid. Par contre, dans le même temps, on observe des premiers signes, dans le cas des anomalies de plus en plus chaudes, qu'il y a une stabilisation de cet effet, voire une inversion, mais elle reste encore à prouver. Et ensuite, on a démontré le rôle modulatoire de la stratégie migratoire et de l'affinité thermique dans la structuration des réponses, des différences de réponses interspécifiques. Et je voudrais juste conclure en disant que ici, bien évidemment, on n'a regardé qu'une seule partie de la démographie, une pièce du puzzle démographique, la productivité. Et bien évidemment, pour avoir un peu plus de recul, il faudrait analyser d'autres composantes de la démographie, notamment la survie juvénile et la survie adulte. Et j'aimerais vous en parler la prochaine fois qu'il y aura ce type de conférence. Et je voudrais finir juste en remerciant évidemment tous ceux sans qui ce travail serait impossible, à savoir l'ensemble de la communauté des bagueurs et bagueuses et aide-bagueurs, aide-bagueuses. Et voici le lien vers l'article.